Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je vais commencer une saison avec les loups. Je veux essayer de finir ce livre cette semaine. La semaine prochaine, je vais continuer avec Percy Jackson and the Lightning and the Sea of Monsters. C'est le deuxième livre du livre que j'ai déjà lu. Donc, si vous voulez voir ça, allez voir. Donc, c'est une saison avec les loups de Carverine Misonnier. Et on commence. Donc, chapitre 1. C'est là où, au bout du bras tendu de sa mère, Clément ne distingue rien d'autre que le flanc abrupt de la montagne couvert de sapins sombres, éclairé par endroits de bouquets de mélèzes vert tendre. Tu vois les mélèzes à droite et juste au-dessus ces gros rochers bruns? Tu montes tout droit. Il y a comme un ébullis. Un vieux être s'est couché à cet endroit il y a 3 ans et, en se soulevant, les racines ont dégainé une niche. C'est là qu'elle a mis dans bas l'année dernière. Je ne l'ai jamais vu faire, bien sûr, mais en suivant une piste à l'automne, juste après les premières chutes de neige, j'ai découvert que ce qui pouvait être une tanière. Il y avait encore quelques poils accrochés aux branches qui masquaient l'entrée et des restes d'eau rangés. Alors j'ai surveillé, de loin évidemment, pour qu'elle ne détecte pas mon passage. Chaque fois que je montais retrouver Jean-François à la Viellette, je m'arrêtais. C'est un soir et en redescendant à la Bolène au début du mois que je l'ai aperçue, une ombre entre les branches. Elle était venue préparer les lieux et vérifier que l'endroit était toujours aussi sûr. Maintenant, ce petit doit être né. Les doigts grippent sur les jumelles. Clément scrute chaque pouce de terrain au-dessus du rocher. Il distingue vaguement une sorte de trouée entre les arbres, comme si, effectivement, un grand tronc s'y était étendu et était tombé. Des branches basses, des nouvelles pousses centrement au sol. Dans le creux là-haut, sur les branches, oui, elle est parfaitement à l'abri. Et elle peut sortir aussi par derrière, du côté de la crête. Ils sont appuyés au-dessous du chemin, où ils ont laissé la voiture. Ils en sont sortis lentement, sans bruit pour ne pas troubler la vie du vallon, et sont montés par un sentier à peine tracé entre les arbres, en évitant de faire rouler les pierres sous leurs pieds. Les animaux sont plus habitués aux voitures qu'aux hommes à cette période de l'année. Les touristes ne sont pas encore arrivés. Par contre, depuis le début des estives, le 4x4 de Ventura, celui de Jean-François, et la vieille 104 d'Agnès longue le vallon 1 ou 2 fois par semaine. Le chemin est carrossable, jusqu'à la grange de près, en voiture où il y a 20 minutes de là, en 3/4 d'heure de marche. On rejoint la cabane où Jean-François garde le troupeau au printemps. Si vous voulez voir, il y a une petite illustration ici. Chaque année, depuis mai, Jean-François propose à Clément de monter avec lui et les bêtes. Les filles de Ventura accompagnent toujours leur père et restent le week-end dormant dans la cabane, laissant la vaisselle au torrent, chuchotant leur brebis préférée. Mais Clément n'a jamais voulu accompagner Jean-François. Ce n'est pas son père. Le troupeau, il s'en fiche. Le brebis sont des animaux stupides qui s'enfluent au moindre bruit sans regarder devant elles. Si une ravine se trouve sur le chemin, ils tombent dedans, tête la première, les unes derrière les autres. Ce sont les brebis de Jean-François, à lui de les garder. Clément préfère monter avec sa mère pour relever les traces des loups. Ils sont autrement plus malins que les brebis. Ceux-là, on ne les voit jamais. On ne trouve que des indices de leur passage. Des sillons entrent dans la neige, ponctes d'empreintes de pattes, larges et profondes. Des marques d'urine ou une carcasse de chamois nettoyée jusqu'à l'eau. C'est tout ce qui reste des loups. Et quand ils s'attaquent au troupeau, là-haut, dans les pâturages, au milieu de la nuit, Jean-François non plus ne voit rien. Il entend les brebis bêler de terreur.
leurs cloches tintaient, les chiens aboyaient comme des fous. Il devine la panique, mais sa lampe n'éclaire jamais que des moutons courant dans tous les sens. Ceux qui ont égorgé, on ne les trouve que le lendemain, ou plus tard, éparpillés dans la montagne. Les loups, eux, ont disparu. La mère de Clément est une bien meilleure traceuse de loups que Jean-François. En 4 ans, elle a aperçu 3 fois, dont une il y a 15 jours, la grande louve préparait son terrier pour la mise bas. C'est son métier d'étudier les loups. Elle est venue en Vésubie pour ça. Elle travaille au parc national du Mercantour comme biologiste. Comme ils sont arrivés dans ces montagnes lumineuses, Clément a été heureux. Il n'avait pas prévu qu'Agnès rencontrait Jean-François, qu'il irait vivre chez lui, à la ferme, et qu'un après il se marierait. Il n'y avait jamais eu d'homme d'installé avec eux, ni son père qui avait disparu quand il était bébé, ni les autres amis d'Agnès. Jusqu'à Jean-François, le jour du mariage, Clément se serait bien caché au fond du trou, mais ça aurait fait trop de la peine à sa mère. Écoute, Agnès pose la main sur son bras et se concentre au nez. Un froissement de feuilles et des couinements désespérés montent un peu plus bas dans le vallon, puis une sorte de ruade et un hurlement plaintif. Bref, un cri de loup. Clément sait les reconnaître maintenant. Il en a entendu des dizaines en enregistrements. Ensuite, plus rien. Et d'autres bruits de branches cassées et des feuilles froissées comme une fuite. C'est quoi? Je ne sais pas très bien. Je vais voir s'il reste des indices. Toi, tu ne bouges pas d'ici. La louve est peut-être dans le coin. Sa mère ne va quand même pas le priver dans ses plus grands plaisirs. Partir en quête des loups avec elle. Il ne risque rien. Elle lui a toujours dit qu'un loup n'attaque jamais l'homme, sauf s'il est enragé. Et la rage est complètement disparue de France aujourd'hui. Je viens avec toi. Agnès sourit. Elle aime autant que lui leur escapade complice. Depuis qu'ils sont arrivés dans cette montagne, elle a appris avec lui en tous sens. Elle lui a appris à repérer les bandes de chamois, éparpillés sur les parois, les mouflons en lourds cornets serrés les uns contre les autres, les aignons voyants et aux larges ailes déployées, planant comme des seigneurs au-dessus de leur domaine, et la moindre empreinte de pas dans la neige, les pas droupés de lièvre qui bondit, les légers euroflures de l'écureuil, et bien sûr, les sillons uniques des loups marchant à la queue leu, les pattes posées exactement dans les traces du loup de tête, si bien qu'il faut suivre leur piste jusqu'à ce qu'ils soient séparés pour être sûr de leur nombre. Elle ne peut pas lui refuser une observation sur le vif. Tu prends la canne de randonnée et tu restes derrière moi. Agnès avance avec précaution, perpendiculairement à la pente. Il n'y a plus de chantier. Elle doit se frayer un chemin entre les abriteaux qui envahissent les sous-bois. Dès qu'un rocher affleure, elle s'en sort comme d'appui. Au bout d'une centaine de mètres, à flanc de montagne, elle oblique en montant vers la crête. Le long d'une petite ravine, en traînant Clément par la main, ils avancèrent ainsi l'un derrière l'autre, sans un mot, sur le couvert des conifères. Un bruit de branches qui se brisent arrête Agnès immédiatement. Elle s'agenouille, les yeux rivés aux jumelles. Elle est là, chuchote-t-elle dans un souffle. La louve? Agnès met un doigt sur ses lèvres et lui tend les jumelles. Comme d'habitude, il ne remarque rien. Au pied du sapin. À force d'ajuster les lunettes croissantes, il finit par distinguer un animal couché sur le flanc, immobile. Elle est morte! Mais non, voyons, proteste Agnès en y arrachant les jumelles. Elle est couchée, et elle ne bouge pas, assure Clément. Si, elle se traîne. Elle nous a repérés. Elle essaie de se mettre à l'abri et de rejoindre la tanière. Regarde. Clément se remet à exposer le sous-bois. Il retrouve l'animal couché, puis distingue plus haut une silhouette grise et rousse qui se hisse péniblement vers le haut du vallon. Elle est blessée, et sérieusement. Laissons-la partir. Elle a déjà assez de problèmes. On ne va pas l'effrayer en plus. Quand elle sera à l'abri, on ira voir ce qui s'est passé. La louve met un bon moment à disparaître.
On y va. L'animal que Clément a aperçu couché sur le sol, immobile, et en fait un petit cochon dodu à la gorge déchiquetée. Un marquesa, une aubaine pour elle, mais la lait n'est pas loin. Les sangliers sont bien les seuls animaux capables d'affronter les loups. Quand la lait a entendu l'appel du petit, elle a dû foncer sur la louve et lui ouvrir le flanc de sa puissance canine. Trop tard, le marquesas était déjà égorgé. La louve n'y a pas touché. Elle nous a repérés. Elle a préféré se cacher. Elle en parlera tout à l'heure quand on sera parti. Je ne suis pas sûre. Agnès était soucieuse. Tu penses qu'elle n'aura pas la force? Elle laisse une traînée de sang derrière elle. Elle doit être mal au point pour se déplacer si lentement. Jamais elle n'aura dû rester si près de nous lorsque nous sommes montés jusqu'ici. Dans son état normal, elle aura filé depuis longtemps. En laissant les petits, elle sera revenue pour les trouver plus tard, pour les déplacer vers un endroit plus sûr. Seulement là, elle n'y parviendra pas. Elle va rester avec eux alors? S'inquiéta Clément. Que les agneaux de Jean-François se fassent dévorer par les loups ne le dérange pas, mais que les louveteaux, encore aveugles, soient abandonnés par leur mère lui était insupportable. Sans doute, mais je ne sais pas si elle pourra les nourrir longtemps. Sa blessure peut s'infecter et, surtout, elle aura du mal à descendre boire en torrent. Si elle ne boit pas, elle n'aura plus de lait. Ils vont mourir? J'en ai peur. Ça fait un an que Clément attend la naissance de la nouvelle portée de Louveteau, depuis que sa mère lui a parlé de la tonnerre découverte l'an passé. Il espérait tellement voir la louve cette année. Elle était revenue. Elle avait mis bas. Et maintenant, ses petits allaient mourir. Si on lui apportait à boire, nous, propose-t-il. Sa mère a ce regard admiratif et tendre qu'il aime tant soucier chez elle. On risque de la mettre en fuite définitivement. En étant très prudent et silencieux. Agnès ne peut pas refuser son aide à la louve. Depuis le temps qu'elle la piste, c'est comme si elle la connaissait. D'accord, mais pas ce soir. Il faut la laisser en paix. Je reviendrai demain avec une écule que je poserai assez loin de la tanière pour l'inquiéter le moins possible. Je pense qu'elle arrivera à se traîner sur quelques mètres. On verra si elle l'utilise. Mais tu sais, si elle est trop gravement blessée, on ne suffira pas à la guérir. Clément hoche la tête, mais en son fort intérieur, il est sûr que, si on l'aide, la louve survivra à un coup de défense de sanglier. Maintenant il faut rentrer. Jean-François descend ce soir. S'il nous trouve sur sa route, il ne sera pas content qu'on ne soit pas monté jusqu'à lui. Comme souvent en printemps, le temps lumineux le matin se couvre dans l'après-midi. Le soleil disparaît derrière les nuages, de plus en plus sombres et gris. Le froid commence à tomber. Clément resserre son blouson sur lui. Je te ferai un grand chocolat chaud en arrivant, lui promet sa mère en lui prenant par les épaules. Sous l'averse qui martèle le dos du capot, la voiture dégringogne, le chemin cahotant dans les ordinaires. S'il n'y avait pas Jean-François, Clément serait parfaitement heureux ici, entre sa mère et les loups. Si elle ne peut pas aller boire pour manger, il fera comment? Demande-t-il, préoccupé. Les autres l'approvisionneront. Le mal en tout cas, ils lui apporteront de quoi se nourrir, comme ils le feront pour les petits quand ils seront sévérés. Si elle boit et si la blessure n'est pas trop profonde, elle s'en sortira. Il lui faudra du temps de cicatriser, c'est tout. Tu m'emmèneras la voir à nouveau? On essaiera. On essaiera, promet Agnès. Mais pour le moment, silence. Il y a trop de pertes cet automne. Si certaines apprennent qu'une louve a mis bas à la malgrette, il pourra y avoir des battues clandestines. Même à Jean-François, elle ne dirait rien. Les loups sont leur seul sujet de discorde. Clément les a souvent entendus se disputer. Ils se foutent du monde, tes écolos, grondait Jean-François après une série d'attaques meurtrières. Ce n'est pas eux qui voient s'envoler dans 2 ans de travail en 3 nuits de carnage. Ils nous ruineront avec le sourire pour s'offrir le plaisir d'annoncer que le loup est revenu dans son milieu naturel, comme ils disent.
des bureaucrates irresponsables. Voilà ce qu'ils sont. Mais vous êtes mieux endimancés maintenant, plaidait Agnès, et ils vous construisent ces nouvelles cabanes pour loger dans les plages des côtés de Brebis. 15 francs de prime pour 30 des Brebis qui ont avorté à cause de stress. Tu veux rire? Quant aux cabanes, c'est tout juste des abris de jardin. Un gros coup de vent et elles s'effondrent. La vérité, c'est qu'il n'y en a plus que pour le loisir et la distraction. Le loup est attractif. Installons des loups dans la montagne et nous aurons de tas de touristes. Tu sais bien que c'est faux, s'emportait Agnès. Personne n'a installé les loups ici. Ils sont venus seuls. Les meutes d'Italie deviennent très grosses. Les célibataires sont simplement montés jusqu'ici chercher d'autres territoires. En sautant à pieds joints par-dessus la bagnole de Gênes, tu veux rire? Écoute, concluait généralement Agnès de la Guerlasse, j'utiliserai toute ma connaissance des loups pour t'aider à te protéger, mais ne compte pas sur moi pour les détruire. Je suis venue ici pour les étudier, pas pour les chasser. Jean-François connaissait l'argument par cœur. Elle avait l'avancé dès qu'ils étaient connus. Mais de temps en temps, quand la semaine avait été trop dure, il explosait, pour qu'elle l'écoute, en fait, et qu'elle le reconforte. Jamais il ne lui aurait demandé de partir en chasse contre les loups, ni en 1998, quand il avait perdu plus de 30 brebis en un mois. Il aimait Agnès, sa générosité, sa droiture et sa passion pour les loups. Peut-être même était-ce ce caractère passionné qui l'avait attiré, cette envie de comprendre qui aimait si fort Agnès, et surtout ce respect attentif pour d'autres modèles de vie que les siens, que ce soit celui des loups ou celui des éleveurs. Malgré les espoirs secrets de Clément, les loups n'ont pas séparé Agnès de Jean-François, mais leur vie et leur bonheur, c'est avec son fils qu'elle les partage. Ce n'est pas moi qui vendrai la mèche, jure-t-il en appuyant la tête sur l'épaule de sa mère. Et c'est tout pour ce chapitre. Donc, je ne sais pas combien de chapitres je vais faire aujourd'hui. Je suis un peu perdue, pour être honnête. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais on va voir. Donc, on se voit la prochaine fois et au revoir. Bye!